On a coutume de dire que le plan Marshall était une invention des États-Unis, ayant pour but de faire un énorme cadeau à l'Europe. Pas du tout. Il s'agissait en fait d'une série d'investissements destinés à orienter et réorganiser l'Europe. L'idée était d'amener les pays européens à dépenser ces fonds d'une certaine manière. À terme, vous finirez par créer un grand marché européen. Il sera intégré aux États-Unis et activé par le moteur du libre-échange américain. Et vous, ouvriers, vous aurez un meilleur niveau de vie, surtout si vous n'avez ni syndicat ni parti communiste. Le plan Marshall était en fait un énorme compromis basé sur un effet de levier. On sait aujourd'hui qu'il n'a représenté que 5% des fonds investis dans la reconstruction entre 1947 et 1951. Mais ces 5% jouaient un rôle crucial dans la direction à prendre. Mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie, et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Donc, pour répondre à votre question, économiquement, il est incontestable que le plan Marshall a été bénéfique pour la France. Politiquement, il a créé une situation difficile. Il a toujours divisé et de là est venue, en grande partie, cette relation passionnelle entre la population française et les États-Unis. Et puis, on peut dire, depuis cette date, et c'est aujourd'hui qu'on en parle beaucoup, cet ensemble politique a mis en cause la souveraineté nationale, donc l'équilibre entre le pouvoir économique d'un côté qui est diffus et qui est contraignant, et la démocratie politique qui a perdu en quelque sorte ses moyens d'agir. Certes, mais tel a été le choix des gouvernements français concernés. Un choix formulé très explicitement en 1950, avant la fin du plan Marshall. Un choix fait pour la première fois par Schuman et Monnet. Et ce choix délibéré n'a cessé ensuite d'être confirmé et reconfirmé jusqu'à Maastricht. Il a toujours été contesté, mais il a toujours marqué la vie politique française. Donc nous vivons toujours sous l'influence directe de ces événements que nous venons de voir, de novembre 1947. C'est toujours actuel. La division est là, et les avantages économiques aussi. Si j'étais français, je serais moi aussi partagé. La construction européenne qui a été imaginée enchaîne la France à un modèle qui n'est pas du tout celui d'une Europe européenne, car l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons économiques, militaires, historiques, est tournée vers les États-Unis. Autrement dit, on fait de l'Europe la succursale des États-Unis, et on le fait de manière d'autant plus irréversible qu'on a servi la France, je m'excuse de le répéter, à un modèle allemand qui est celui d'une banque centrale indépendante, qui ne laisse place à la politique que comme à une sorte d'appendice technique. Une Europe fédérale, une Europe des régions, on voit ce qui se passe en Italie, où M. Bossi réclame la partition. On voit la Catalogne aujourd'hui qui est l'arbitre des destinées espagnoles. On voit naturellement que sur le plan de la politique économique, cette Europe porte la marque du conservatisme. Et c'est ce que je reproche au Parti socialiste. Those monsters, Kohl and Mitterrand, backed up with a clever but dangerous Delors, believed that if they put in place an economic and monetary union, then as night follows day, there would be political union, that there would be an acceptance of this project, that the north and south of Europe would converge, that we'd all start to love each other, that we'd all begin to feel a European identity, that we'd all begin to show allegiance to the flag and the anthem. Those of us, of course, that criticised this were told that we were extremists and we lacked vision.
Well, one vision we didn't lack is we understood that the countries of Europe are different, and that if you try and force together different people or different economies without first seeking the consent of those people, it is unlikely to work. La question qui ne vous a pas été posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire l'Europe sans que les Américains soient d'accord? Oui, c'est là un débat essentiel. Si vous voulez, j'ai pris un risque qui n'est pas de refaire un livre, mais de republier ce que j'avais écrit il y a 17 ans, en supprimant ce qui vraiment était trop lié à l'actualité. Alors, le vrai problème, c'est l'identité européenne. Quand on parle de protection, vous voyez, de préférence communautaire, c'est-à-dire de traiter les autres différemment de nous, la justification pour faire ça, c'est d'être différent des autres. Il faut donc essayer, alors là je suis pour fabriquer une civilisation européenne. Et ça ne peut se faire pas contre les États-Unis, parce qu'ils sont trop puissants et qu'il ne faut pas se couper d'eux, mais ça doit se faire en étant différent des États-Unis. Oui, et à condition qu'ils acceptent. You should have listened when the French people voted no to the European Constitution, but you chose to ignore them. You should have listened when the Dutch, by a massive majority of 2-1, said no to the Constitution, but you didn't. You rebranded it as the Lisbon Treaty without conceding a single power. You bulldozed it through, and here this morning we hear talk of a new treaty and a new constitution. And when Little Ireland not once but twice dares to vote no in a referendum on European integration, you don't listen, you bully them and make them vote again. You're the one, sir, who's not listening. L'Union européenne n'arrive plus à prendre ses décisions à 27 par consensus. Et donc à partir du moment où elle n'y arrive plus, c'est la graine de la division qui est là. Écoutez, on a le résultat qui était prévisible lorsque les 27 États membres n'arrivent plus à s'entendre entre eux, c'est que c'est le reste du monde, dirigé par les États-Unis, qui prend les décisions à la place de l'Union européenne. C'est un choix de certains États européens de préférer suivre les États-Unis plutôt que de suivre les décisions par consensus à Bruxelles. Because I don't think that the European public or commentators understand what the European Commission really is. The Commission is the executive, it is the government of Europe, and it has the sole right to propose legislation. It does so in consultation with 3,000 secret committees, staffed mainly by big business and big capital, and all the legislation is proposed in secret. And once something becomes a European law, it is the European Commission themselves who have the sole right to propose repeal or change of that legislation. The community method, which you championed this morning, the means by which the European Commission makes law and holds law, is actually the very enemy of the concept of democracy itself. Because it means in any member state, there is nothing the electorate can do to change a single piece of European law. So we'll be voting against the Commission today, not on the basis of the individuals, but on the basis of the fact that it is a fundamentally in fact anti-democratic form of government. Vous pensez qu'une autre politique est possible aujourd'hui? D'abord, il n'y a plus de président de la République en France depuis que l'Europe existe. Le président de la République, c'est le Premier ministre qui prend ses ordres en Europe, et je crois à l'Europe, au gouvernement européen. Et je pense qu'il n'a pas le choix, François Hollande, de faire cette politique-là plutôt qu'une autre. Il continuera, évidemment, et il est dans une logique qui est bien la sienne. Les gens font semblant de découvrir Hollande aujourd'hui. Il a fait l'éloge de l'Europe, de l'euro. Il nous a dit rien à faire des peuples. Ils votent, mais s'ils sont du côté du mauvais vote, eh bien, on va faire de telle sorte que ça passe quand même. Il s'entend très bien avec Sarkozy sur ce terrain-là. Donc je pense qu'il y a juste une espèce de psychodrame avec des personnages qui sont dans le carriérisme, dans l'affairisme politique, mais ça ne va rien changer. Non, moi je vous parie que ça continuera comme avant parce que la France n'a plus le choix de mener une politique, le souverainisme. Si on peut sortir de l'euro, par exemple. Oui, il faudrait. Ben voilà. Il faudrait. Voilà une position. Oui. Très bien. And you've got, of course, the Prime Minister now of Italy. Perhaps we ought to call him Monstrous Mario, who made it clear last week that he feared that nation-state democracy could bring down the European Union, and therefore we have to bypass nation-state democracy and pass all the powers here. Your henchman, Olli Rehn, who's here today, I mean, he dares to tell countries when they should and should not have general elections. He's urging Spain to accept a full bailout so that they too are trapped in the euro prison. You know, I have to accept
that you now have the whip hand over the citizens of Europe, and I now think that this euro crisis will go on for a whole miserable decade. Chers collègues, nous savons parfaitement que cette négociation n'est pas une négociation de libre-échange. Il y a déjà le libre-échange avec les États-Unis, que c'est une négociation sur nos espaces démocratiques, une négociation sur nos capacités encore à décider de la société dans laquelle nous voulons vivre. Madame la commissaire, vous dites que vous consultez les citoyens, mais écoutez-les. Quand vous les consultez, à 97%, ils refusent les tribunaux arbitraux. Vous dites parler au nom des salariés, mais écoutez les salariés. Les salariés ne veulent pas des tribunaux arbitraux. Ils sont très critiques sur le TAFTA. Vous dites parler au nom des consommateurs, mais écoutez les consommateurs. Les consommateurs ne veulent pas de ces tribunaux privés et ils sont très critiques sur le TTIP. Écoutez les villes, écoutez les régions, écoutez les parlements. Arrêtez de les consulter et simplement de faire ce que vous avez envie de faire au nom d'un agenda qui est un agenda du big business. Alors il y a 3 semaines, enfin ce Parlement commence à écouter la société européenne. Il était divisé. Et un nouveau chevalier est apparu dans ce débat, le chevalier Schulz, qui, utilisant le code de procédure, parce qu'il ne savait pas comment allait voter ce Parlement, a repoussé le vote du Parlement. Et qui a agi aussi en créant aujourd'hui un amendement sur les tribunaux arbitraux avec le PPE, forçant une partie du groupe social-démocrate. Monsieur Schulz, il ne suffit pas simplement de donner la démocratie aux technocrates, la démocratie grecque aux technocrates, vous voulez aussi donner la démocratie européenne au big business. Il n'y a pas un argument économique pour la ISDS, pas un seul. Vous savez parfaitement, il n'y a pas une étude qui dit que l'ISDS favorise l'investissement. On voit en permanence les investissements américains en Europe, les investissements européens aux États-Unis. Ce qui est défendu aussi, c'est une position politique qui vise à transférer une partie de notre souveraineté aux firmes multinationales, à vouloir contourner les juridictions nationales qui veulent d'abord protéger les droits sociaux, la santé, l'environnement, les services publics, transférer ce pouvoir à des tribunaux privés. Et Madame la Commissaire, vous ne nous ferez pas passer des couteaux de boucher pour des couteaux à beurre. Vos réformes ne changent pas un système qui vise à contourner les juridictions nationales. Alors, chers amis sociodémocrates, ne vous laissez pas imposer une position qui n'est pas la vôtre. Vous vous êtes engagés pendant 2 ans contre les tribunaux privés, votez l'amendement 27 et enfin, vous pourrez vous justifier devant vos électeurs. Just think how Ireland today is managed. Greece, for that matter. The sinister-sounding troika come in, 50 officials, spend a few days in the country, investigate the situation, and then tell puppet prime ministers what they may or may not do. And I note great enthusiasm in this chamber for Spain to have a bailout. Lots of members here want Spain to accept the bailout so that they too are subjugated to this new order. Indeed, in Italy, the appointee there, Mr Monti, is very keen for his own country to be bailed out because, to quote him, he fears that parliamentary democracy could bring down the European Union. So I think it's pretty clear that your next phase is for those that haven't been bailed out and may not need to be bailed out. You now want them to sign guarantees, budget guarantees, and to have the power to strike down national budgets after they have been through parliaments. I have to say, I feel that the Eurozone is now in a very dark place, economically, socially, politically, and I fear that the countries trapped inside it, in that prison, will be there for many years to come. Because Greece is now under foreign control. You can't make any decisions, you've been bailed out, and you've surrendered democracy, the thing your country invented in the first place. And you can't admit that joining the euro was a mistake, because of course Mr Papandreou did that, didn't he? He even said there should be a referendum in Greece, and within 48 hours the unholy trinity that now run this European Union had him removed and replaced by an ex-Goldman Sachs employee puppet. And I think, Mr Barroso, today the British people hearing you calling for the European Union to become a global power, making it absolutely clear that member states must obey
must obey what you tell them, whether they're in the relatively wealthy north or the poorer south. I think those comments, this emerging, creeping Euro dictatorship, is something that will repulse millions of British people, and the only good news I take from today is you've helped to bring that referendum just a little bit closer. Whatever you may say in this chamber, the people out there don't want a United States of Europe. They want a Europe of sovereign states trading and working together. Robert Schuman, il est le père fondateur de la construction européenne. Schuman était un agent des services américains. Un fait révélé à l'été 2000 par la déclassification de documents secret défense. La fameuse déclaration Schuman de 1950 sera en réalité rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire américain de Truman. Cette déclaration sera ensuite transmise à Schuman par l'intermédiaire de Jean Monnet, lui aussi à la solde des USA. Walter Einstein, de 1958 à 1967, il est le premier président de la Commission européenne. En 1936, il est professeur et doyen de l'université de Rostock et un juriste allemand, mais un juriste nazi. Pour accéder à ces fonctions, Einstein a montré patte blanche à toutes les autorités du Troisième Reich. En 1938, lorsqu'Hitler se rend en Italie, il passe un accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe. Das New Europa. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler demande à Walter Einstein de préparer le projet de construction européenne. Cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé la grande exposition de la France européenne. L'exposition a eu lieu à Paris au Grand Palais en 1941. Elle sera inaugurée par Pétain et l'occupant nazi. À la fin de la guerre, l'officier Walter Einstein sera arrêté à Cherbourg. Il sera recyclé par les USA comme tant d'autres nazis. En 1951, Einstein devient le secrétaire d'État allemand aux affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer. À partir des plans qu'il avait réalisés pour Hitler et Mussolini, il va préparer le projet de Nouvelle Europe. Un projet qui aboutira au traité de Rome. Il le signera lui-même le 25 mars 1957, à côté du chancelier Adenauer. En 1965, Einstein est le promoteur du plan Einstein pour une Europe fédérale vidée de ses nations. Charles de Gaulle s'oppose à ce plan en pratiquant la politique de la chaise vide. Le président de la République française, fondateur de la France libre, sait très bien à quoi s'en tenir. Il sait que Walter Einstein est un ancien nazi, manipulé par les USA pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Et on a donné un spectacle absolument lamentable, un spectacle honteux où chacun défendait ses intérêts nationaux, et notamment l'Allemagne, qui a refusé de comprendre que l'on partageait un destin commun. Obama a pris son téléphone et a appelé la chancelière pour lui dire il faut céder. Alors il a eu une conversation avec Nicolas Sarkozy, mais le point dur était la chancelière. Il a passé un coup de fil le vendredi, il l'a rappelé le dimanche pour la faire céder, et il est parvenu à la faire céder. Mais son intervention ne s'est pas arrêtée là. Il a appelé aussi Zapatero, le Premier ministre espagnol, qui lui-même refusait de comprendre l'ampleur de la crise. Et donc il a dû appeler Zapatero pour lui dire il me faut un plan de rigueur. Et donc Zapatero, qui jusque-là refusait de céder à la pression des partenaires européens, a annoncé dès le lendemain qu'il allait adopter un plan de rigueur, et ça a contribué évidemment à calmer les marchés qui ont été rassurés. Donc moi je pense que le président actuel de l'Union européenne s'appelle Barack Obama.